Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au rattrapage 2019. Voilà, donc on va commencer par la première question. Donc dans la première question, vous avez deux applications. C'est un exercice quand maintenant vous avez l'habitude de le faire. Vous avez trois applications. On suppose que H rond G rond F, elle est surjective et G rond F rond H, elle est injective. Et donc, il faut voir laquelle de ces applications, quelle est la réponse correcte. Parce qu'ici, on demande qu'est-ce qu'on peut déduire de ces deux données. Donc, je vais écrire les données au tableau. Donc, vous avez H rond G rond F qui est surjective et G rond F rond H qui est injective. Et donc, bien sûr, là, lorsque c'est surjectif, c'est le côté à gauche qui est surjectif, c'est-à-dire ou bien H ou bien H rangé, c'est le côté à gauche. Et là, injectif, c'est le côté à droite. Vous avez H ou bien F, les deux sont injectifs. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que H se trouve de ces deux côtés, donc H est surjectif et H est injectif. Donc là, vous avez H surjective et H, elle est injective. Donc, ce qui implique que H, elle est bijective. Chaque fois qu'on peut tirer une bijection, c'est bien, parce qu'on peut jouer avec. Dès que H est bijective, alors on peut jouer avec H-1, la réciproque. Donc, H-1 existe. Et donc, H-1 aussi, il est bijectif et injectif. Et donc là, on va revenir ici. Vous avez cette application avec H qui est à gauche, je peux composer avec H-1. Donc H-1 rond H, si vous mettez ici H-1 rond H, donc qu'est-ce qu'il reste? G rond F qui est surjectif. Donc vous avez H-1 rond H rond G rond F, elle est surjective. Donc ça s'en va, il reste seulement G rond F qui est surjective. Et de ce côté-là, je peux aussi composer par H-1. Vous avez G rond F rond H-1 qui est injectif. Et donc ça s'en va, il reste G rond F qui est injectif. Et donc le résumé, c'est que G rond F, elle est bijective. G rond F, elle est bijective. Donc toutes les réponses, la réponse qui est correcte, c'est G rond F qui est bijective, c'est la réponse 4. Donc, comme d'habitude, avant de passer à une autre question, si vous avez des commentaires. Alors, le présentiel va être à partir de janvier. Ils vont vous annoncer l'emploi du temps des séances. Vous suivez? Oui, monsieur. واش غادي نبقاو نقراو في الجامعة؟ Oui, عثرتوا المدرجات, تسلموا على المدرجات. Donc, vous allez être autorisé à venir suivant un programme. Et donc, ils vont annoncer le programme sur le site après. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Ouais, vous allez venir directement assister. Nous, concernant Algèbre 1, nous avons presque terminé, mais ça va être l'occasion de faire des révisions. Et c'est aussi l'occasion de faire notre connaissance directement.
Prof, Oui. juste quelques sciences, pas toutes les sciences. Il va y avoir, je pense, non, toutes les séances, c'est en direct. C'est-à-dire toutes les matières. C'est ça votre question? واش المواد كاملة ولا هي بعض المواد؟ شنو السؤال ديالك؟ زعما واش غير شي مثلا غير الحصص ديال التدريب لا نحضروا زعما ماشي. بطبيعة الحال المهم حصص غتلاقاو مع الأساتذة ديالكم، تراجعوا الأسئلة اللي عندكم، كل أستاذ وكيفاش غيتصرف. Chaque enseignant, il va faire des révisions avec sa manière propre. Par exemple, concernant Algèbre 1, moi, j'ai fait presque tout. Nous avons fait les exercices, les contrôles. Donc, ça va être l'occasion de faire encore d'autres révisions si vous avez des questions. Donc, Inch'Allah, منين نكونوا في درجة ديك الساعة نشوف. منين تجيو مرحبا بكم. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Monsieur, ils vont former des groupes. Merci. Oui, il va y avoir des groupes, bien sûr. Ils vont être répartis sur la faculté, bien sûr, en respectant les conditions sanitaires. D'accord, merci. غيكون التباعد، غيكون لي ماسك، غيكون مجموعة ديال الاحتياطات، غيكون الكول في كل بلاصة. Et voilà. دونك فرصة بالنسبة لكم باش تلاقاو بالكلية وتلاقاو مع الأصدقاء ديالكم، تحاولوا تحترموا شوية لي كونديسيون سانيتير، ايوا هادشي اللي كاين إن شاء الله بحول الله. Voilà, donc ça c'était la question 1. On va passer à la question 2. La question 2, vous avez P qui implique, entre parenthèses, qui implique R. Je ne sais pas si on l'a fait avant. Donc, vous avez P qui implique Q, qui implique R. Donc, on va traduire toujours suivant la règle A implique B, c'est non A ou B. Donc, ça, c'est non A ou Q implique R. Donc, c'est non P ou non Q ou R. Donc, vous avez seulement ou, c'est associatif, donc c'est non P ou non Q ou R. Et ça, vous savez que c'est la négation de P et Q ou R. Et donc, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne P et Q implique R. Donc, c'est la réponse correcte. Donc, c'est la réponse 4 qui est correcte. Pas de questions? بروف ولكن Monsieur, هنايا c'est clair. ولكن C'est هنايا clair, ملي voilà. كنجيو نوزعو ماشي كنديرو. Maintenant, c'est la question 3. Vous avez une relation d'ordre. بروف Oui. بروف هنايا ملي كنجيو نوزعو ماشي كنديرو نون بي و هنايا عندنا اونتر بارونتيز نون كيو و ار. ملي كنجيو نوزعو ماشي كنديرو نون بي و نون كيو اونتر بارونتيز هادو بجوج زعما و اونتر بارونتيز نون بي و ار. C'est-à-dire vous proposer une autre façon. لا واش زعما ماشي من المفروض نديرو بحال هكا باش ملي نجيو نوزعو يعني نحيدو دوك الاقواس. À partir de cette ligne ou à partir de là? لا من اللي تحته. زعما كتقول حتى نون بي نجمعها مع او ار. Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on fait? اللي فوقها من هذه. ولكن الا درنا هاد حتى انا ما كنتش عارف راه نقدروا نديروا بحال هكا يعني غير نحيدوا الاقواس ونديروا ونجمعوا نون بي و نون كي. كنت
حيتاش كنعرف غير الطريقه اللي الا جينا نفرقوا هذيك يعني كنديروا لها نون بي او نون كي و نون بي او ار. تقصد la distributivité. اه Parce que, regardez, ici, c'est la loi OU. بحال العملية زائد A plus B plus B plus C. Vous avez A plus B plus C. Et là, j'utilise les parenthèses. Qu'est-ce que tu vas faire? غنحيدهم صافي عادي يعني ما غاديش يكون شي اشكال. هنا نفس الشيء parce que c'est la même loi. يعني الا كان الميم لوا يعني كنحيدو عادي ولكن الا كان مثلا عندنا شي لوا اخر غيخصنا نديرو اللي قلت. إلا كان ممكن حيت دابا لي لوا باش تزول لي بارونتيز خص لا لوا تكون اسوسياتيف. اوكي La loi, la loi elle est associative, c'est la même loi. Donc si vous mettez ou il y a aussi et il est associatif. Vous avez ou et delta, c'est-à-dire ou bien. Hado, ils sont associatifs. Vous pouvez enlever les parenthèses sans aucun problème, comme la loi plus, comme la loi multipliée. C'est la même loi, et la loi elle est associative, je peux enlever les parenthèses. Là aussi, la loi elle est associative, je peux enlever les parenthèses. Mais, si vous avez maintenant autre chose, vous avez A point B plus C. C'est deux lois différentes. Vous avez la loi multiplication et la loi addition. Là, vous allez utiliser la distributivité. Parce que cette loi, la multiplication, elle est distributive par rapport à l'addition. C'est pour cette raison. Parce qu'il faut suivre les propriétés de chaque loi. Si vous avez deux lois, il faut regarder quelles sont les propriétés. Par exemple, ici, la loi multiplication, elle est distributive par rapport à l'addition. Donc, vous pouvez faire A fois B plus A fois C. Mais, si vous avez comme ça, est-ce que c'est distributif? Non. Voilà. Donc, lorsque vous avez des lois, il faut voir est-ce que vous avez la distributivité pour pouvoir enlever. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez des lois de composition, il faut respecter les propriétés de ces lois. Ça dépend de quelle loi vous parlez. Par exemple, la loi OU, elle est associative. La distributivité, vous l'avez par exemple. Vous avez la distributivité P, on va montrer autre chose, pour ne pas mélanger. Vous avez A et B ou C. Vous pouvez distribuer. C'est une propriété que vous avez dans le cours et vous pouvez la démontrer. C'est égal à A et B ou A et C. Ça, c'est vrai. Vous pouvez aussi faire la même chose avec ici ou et là, c'est distributif. Alors, chaque fois que je veux utiliser une propriété, il faut se demander, est-ce que cette propriété est vraie ou n'est pas vraie? C'est pour cette raison qu'il faut connaître les propriétés de chaque loi. Par exemple, si vous avez delta, ça aussi c'est associatif. Si vous avez au lieu de delta ici, vous avez intersection. C'est distributif. Donc, il faut faire attention. Si vous avez réunion, non. Si vous avez ici la réunion, ce n'est pas distributif. Donc, quelle est la conclusion? Si vous avez des lois de composition, il ne faut pas utiliser une formule comme ça, de tête. Il faut se demander toujours, est-ce que j'ai le droit d'appliquer l'associativité, est-ce que j'ai le droit d'appliquer la distributivité, et ainsi de suite. D'accord, merci prof. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la question 3. Quatre, monsieur. Oui, Question 4. oui, bien sûr.
Dis-moi. Vous avez une question? Non, non, ça y est, monsieur. Pas de problème. خذ راحتك ماشي مشكلة عندك شي سؤال يطرحه عندك ولا ما عندكش؟ لا لا مش عنديش سؤال صح. Ça, c'est très bien. Donc, on va passer à la question 3. Là aussi, vous avez une relation d'ordre. Voilà, c'est l'ordre qu'on va construire dans N, c'est un nouveau. Donc, vous avez 0 qui est petit à 2, qui est petit à 4. Ça, c'est l'ordre pair. Donc, ça va jusqu'à l'infini. Et puis, on va reprendre avec 1, 3, 5, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est une relation d'ordre qui est totale, c'est-à-dire deux éléments quelconques de n, c'est ça l'ensemble ordonné. Vous prenez deux éléments, vous pouvez les comparer toujours. S'ils sont impairs, la comparaison ici, s'ils sont pairs là. Si l'un pair et l'autre impair, vous avez toujours une comparaison entre les deux. Donc, on dit que la relation d'ordre, elle est totale. Ça, c'est le nombre pair. C'est les nombres pairs. Et là, vous avez les nombres impairs. Alors, les nombres pairs, on leur a donné c'est A. Et là, c'est B. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Les nombres pairs, ils possèdent un plus petit élément. C'est là. Les nombres pairs. Ils n'ont pas un plus grand élément, mais ils ont des majorants. Tout ça, c'est des majorants de A. Parmi ces majorants, il y a un plus petit élément, c'est 1. Et donc, on va dire que A possède une borne sup. La borne sup de A, c'est 1. Par définition de la borne sup, c'est le plus petit des majorants. Maintenant, si vous prenez les impairs, ils possèdent un plus petit élément, c'est 1. Tout ça sont des minorants. Le 1 aussi, c'est un minorant, mais c'est le plus petit élément. C'est le plus petit élément de B. Et donc, ça va être la borne 1, et c'est le plus petit élément. Et donc, la réponse correcte, c'est que A possède une borne sup, c'est égal à 1. Alors, pour comprendre ce langage, bien sûr, il faut regarder la relation d'ordre. Si vous allez au prof d'analyse et vous lui dites que sup de nombre pair c'est 1, il ne va pas comprendre. Il faut lui expliquer quelle relation d'ordre, parce qu'en analyse, on n'utilise pas n'importe quelle relation d'ordre, on utilise la relation d'ordre naturelle que vous connaissez. Et là, le sup de A, c'est-à-dire suivant cette relation d'ordre, c'est 1. Et donc, c'est la réponse 3 qui est correcte. Alors, vous avez des questions? Pas de questions. Sir, Oui? sir, cette relation est totale. La relation d'ordre, elle est totale. Pourquoi on dit totale? Parce que vous prenez deux éléments de n, vous prenez n'importe quel n ici, on a toujours une relation entre les deux. Vous donnez deux nombres quelconques entiers, ils sont toujours en relation. On peut toujours les mettre en relation. Parce que s'ils sont pairs, voilà, ils sont ordonnés de cette manière. S'ils sont impairs, ils sont ordonnés de cette manière. Si M elle est impair, elle est là, et le nombre pair, elle est là. Donc, il y a toujours une relation entre ces nombres-là, et donc on dit que la relation d'ordre, elle est totale. Ok, d'accord. Voilà. Alors, on va passer à la question 4. Alors, la question 4, c'est une équation aussi que maintenant vous avez l'habitude. Vous avez l'ensemble E, c'est 1, 2 jusqu'à 8.
Vous avez A, c'est 1, 2, 3 et 4. Et vous avez B, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'équation, c'est A union X égale à B. Donc maintenant, vous avez l'habitude. Vous avez A, c'est ça, B, c'est ça. Et donc la réunion, pour que ça donne B, il faut ajouter ces deux éléments. Donc X, il contient tout d'abord 5 et 6. Nécessairement. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter une partie de A. On peut ajouter une partie de A. Contenu, donc c'est tout ce qu'on peut ajouter dans la solution. Chaque partie qu'on ajoute ici, que ce soit l'ensemble, que ce soit A, que ce soit une partie de A, ça va donner toujours une solution de cette équation-là. Parce que les éléments qu'on fait ici, ils sont répétés dans la réunion, ce n'est pas grave. Et les éléments qui manquent, c'est 5 et 6. Et donc, quel est le nombre de solutions? C'est le nombre de parties de A. A, il contient 4 éléments, donc le nombre de solutions 2 à la puissance 4. Voilà, c'est 16. Donc, le nombre de solutions, c'est exactement le nombre de parties de A. Pas de questions? On va passer à la question 5. Donc, en ce qui me concerne pour les séances en présentiel, la méthode, ça va être question-réponse. C'est-à-dire essayer de travailler, regarder quels sont les points qui sont encore non compris, rassembler un certain nombre de questions, et comme ça, en présentiel, je vais écouter vos questions. Je vais répondre à vos questions. On ne va rien répéter, c'est-à-dire je ne vais pas répéter le cours. Le cours, je l'ai fait, les exercices, on les a faits, et donc, ça va dépendre de vos questions. Comme ça, ça sera plus rentable. Donc, la question 5, c'est une caractérisation de l'injectivité. Quelle est la propriété qui caractérise que F est injective? Donc, nous avons dit déjà, la propriété 1, elle est toujours vraie, quel que soit F. La deuxième aussi, elle est toujours vraie. La troisième, on l'a déjà traité, ça caractérise la surjectivité. La 5, c'est toujours vrai. Donc, la seule qui reste à vérifier, c'est la 4. C'est-à-dire, F injective, si et seulement si vous avez cette propriété-là. Quel que soit XY appartenant à P de E, vous avez F de X inter Y est égal à F de X inter F de Y. Nous avons déjà vu cette inclusion. L'inclusion, elle est toujours vraie. Quel que soit F. On va démontrer qu'il y a égalité lorsque F est injective. Cette propriété-là, F injective, c'est équivalent. Donc, je vais supposer F injective et je vais démontrer l'égalité. Ensuite, je vais supposer ça et je vais démontrer l'injectivité. Bien sûr, à l'examen, on ne vous demande pas de démontrer, il suffit de deviner. Donc, supposons F injective. Supposons F injective. Et on va prendre un élément ici et démontrer qu'elle est là. Alors, soit Y,
appartenant à f de x inter f de y. Il faut traduire. Qu'est-ce que ça veut dire un élément appartenant à l'intersection? Ça veut dire qu'il appartient ici, il appartient là. Donc ici, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que y appartient à f de x, et y appartient à f de y. Qu'est-ce que ça veut dire appartient à f de x? Ça veut dire qu'il existe un élément A appartenant à x tel que y est égal à f de A. Qu'est-ce que ça veut dire y appartient à f de grand Y? Ça veut dire qu'il existe B. Alors ce n'est pas le même. Normalement, je traduis ce qu'il y a ici, qui appartient à y tel que y est égal à f de B. Donc y est égal à f de A est égal à f de B. Qui va m'aider à continuer? C'est l'injectivité. Puisque f est injective, et f de A égale à f de B, qu'est-ce qu'on va en déduire? A égale à B. Voilà, parce que f est injective, ça va impliquer que A est égal à B, et A égale à B, ça veut dire qu'il appartient à X et à Y, donc il appartient à l'intersection. Il appartient à l'intersection. Parce que A dans X, et puisque A est égal à B, donc il se trouve dans Y. Et donc, ce Y-là, ici qui est f de A, avec A appartenant à l'intersection. Donc, on a déduit que Y appartient à l'image de l'intersection. Donc, Y appartient à f de X inter Y. Voilà. C'est l'injectivité qui m'a permis de comparer A et B. Si je n'ai pas l'injectivité, je ne peux pas comparer le A et le B. Je peux avoir cette situation sans que A est égal à B. A dans X et B dans Y. Et je ne peux pas déduire que Y, c'est l'image d'un élément qui appartient à l'intersection. Donc, lorsque F est injective, j'ai égalité. C'est bien. Alors, je ne sais pas si vous avez compris. Pour passer à l'autre sens, pour démontrer la réciproque. Alors maintenant, je vais démontrer que ça implique F injective. Je vais démontrer ce sens-là. Donc, je vais effacer. Je suppose que chaque fois, pour toute partie xy, l'image de l'intersection, c'est égal à l'intersection des images. Et donc, je veux démontrer f injective. C'est-à-dire, je prends deux éléments tels que f de x est égal à f de y. Donc, je prends deux éléments, x, petit x et petit y, qui appartiennent à grand X, tel que f de x égale à f de y. Et qu'est-ce que je dois démontrer? Que x est égal à y. En utilisant cette propriété-là. Cette propriété, c'est avec les parties. Là, c'est les éléments. Donc, il suffit de considérer deux parties. Pardon, ici, c'est E. Vous avez deux éléments de E, tels que f de x est égal à f de y. Donc, je vais noter, on va poser, on pose, parce qu'il faut choisir deux parties pour appliquer cette propriété-là. On pose grand X est égal le singleton X, grand Y, c'est le singleton Y. Je vais appliquer cette propriété-là. C'est quoi f de x? De la partie x. C'est le singleton f de x. Qu'est-ce que c'est l'image de grand Y? C'est l'image de petit y.
Puisque j'ai supposé que f de x égale à f de y, qu'est-ce que je peux dire de l'intersection f de x inter f de y? Ça, c'est les parties. F de x, c'est ça, f de y, c'est ça. Nous avons cet élément f de x est égal à f de y. Donc, qu'est-ce que je déduis? C'est égal à un seul élément, c'est f de x, qui est égal, bien sûr, à f de y. D'après cette propriété, c'est égal à f de x inter y. C'est égal à f de x inter y. Je vais passer là. Donc, x inter y, il y a deux cas. Ou bien c'est l'ensemble vide, si x est différent de y. Mais là, est-ce que c'est l'ensemble vide? F de x inter y, c'est différent. Vous avez f de x inter y, c'est différent de l'ensemble vide. Ce qui implique x égale y. Monsieur, Oui. Dis-moi. Oui, je vous entends. ما فهمتش تصدق السطر الآخري. هذا اللي هنا. هذا Hein? هذا Attends. تحت. Oh, je vais répéter la démonstration en changeant un peu les notations, parce qu'il y a le petit x, le grand x. On peut partir de f de x égale à f de y, ou bien partir de x différent de y. Donc je vais changer, oubliez ça, je vais changer les notations. Je vais prendre deux éléments, A et B, appartenant à E, avec A différent de B. Et je vais démontrer que f de A différent f de B. Alors la question c'est, est-ce que ceci implique que f de A différent de f de B? C'est ça la question. Je veux démontrer que f est injective. Donc démontrer f est injective, je peux prendre deux éléments différents et démontrer que leur image elle est différente, sont différentes. Et quelle est la propriété que je vais utiliser? C'est la propriété énoncée. Donc je dois choisir la partie x et la partie y. Donc je vais choisir x, c'est l'élément A, le singleton A. Y, c'est le singleton B. Quelle est l'intersection x inter y? C'est X. A Hein? inter B. A inter B. Le singleton A inter le singleton B. Vous voyez que j'ai A différent de B. Donc, quels sont les éléments qui appartiennent L'ensemble là? vide. Ensemble de vide. C'est l'ensemble vide. Puisque A, c'est différent de B, l'intersection, c'est égal à l'ensemble vide. Qu'est-ce que je peux dire de f de x inter y? C'est f de l'ensemble vide. C'est quoi f de l'ensemble vide? C'est l'ensemble vide. Oui. Mon exercice, qu'est-ce que je suppose dans l'exercice? F de l'intersection, c'est égal à l'intersection des images. Donc ça, c'est égal à f de x inter f de y. C'est quoi f de x? A. C'est le singleton f de A. C'est quoi f de y? C'est le singleton f de B. Alors, ce singleton inter ce singleton, c'est égal à l'ensemble vide. Donc, qu'est-ce que j'ai déduit? Est-ce que f de A peut être égal à f de B? Non. Parce que s'ils sont égaux, l'intersection n'est pas vide.
vous avez l'intersection de cette partie qui contient un seul élément avec cette partie-là qui contient un seul élément. Donc l'intersection, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'intersection? Ou bien vide, ou bien un seul élément. Mais puisque c'est le vide, est-ce que je peux avoir f de A égale à f de B? Non. Parce que s'ils sont égales, l'intersection va contenir f de A, parce que c'est un élément qui va appartenir à l'intersection des deux. Il va être ici, il va être là, donc l'intersection ne sera pas vide. Et donc nécessairement, l'intersection c'est différent, f de A c'est différent f de B. Regardez seulement ça inter ça. Là, il y a un seul élément et là, il y a un seul élément. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'intersection? Ou bien cet élément-là, ou bien rien. Si l'intersection, puisque c'est rien, donc f de A, c'est différent de f de B. On ne peut pas avoir, les deux éléments doivent être nécessairement disjoints. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ou vous avez encore des problèmes. Vous pouvez toujours poser une question, pas de problème. C'est clair, prof. Alors, l'étudiante qui a posé une question, est-ce que vous avez encore des questions? Monsieur, on a Oui. de A différent f de B, alors A différent B. Les hypothèses, c'était A différent de B. Le départ, c'était A différent de B. Alors f n'est pas injectif, Pourquoi il n'est pas injectif? car f de A différent f de B. Vous savez bien, c'est ça l'injection. Parce que l'injection, vous avez deux éléments différents, les images sont différentes. Là, vous avez f de A, là, vous avez f de B, différentes. C'est ça l'injectivité. L'injectivité, si vous avez deux éléments différents, leurs images doivent être différentes. D'accord, merci. Oui, l'injectivité, c'est ça. Par contre, si A différent de B, si vous avez A ici, et B là, et les images sont les mêmes. C'est ça, l'application elle n'est pas injective. Elle n'est pas injective là. Là, c'est injective. Alors, dites-moi si vous avez une autre question. Donc, c'est bien compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. On va passer à un autre. Alors, la question suivante, c'est une question de négation d'une proposition. La proposition, c'est la suivante. Quel que soit epsilon positif, quel que soit grand N appartenant à grand N, il existe N supérieur à grand N, tel que Xn moins A inférieur à epsilon. C'est ça la proposition B. Et donc, il faut obtenir la négation. Alors, la négation, il existe epsilon positif, il existe N appartenant à grand N. Donc, je regarde, c'est ça.
il existe, quel que soit n supérieur à grand n, vous avez xn moins a supérieur ou égal à epsilon. Là, c'était facile. Et la réponse, c'est la réponse 5. Alors, c'est la réponse 5 qui est correcte. Donc là, il n'y avait aucun problème. Il suffisait de faire la négation de chaque quantificateur. La négation de strictement inférieur, c'est supérieur ou égal. Donc, il n'y avait pas de jeu à faire dans cette question-là. C'est une valeur d'ariance. شنو هي؟ Un valeur d'ariance. Valeur d'adhérence. C'est la limite de ce. Est-ce que vous voulez comprendre ce que c'est qu'une valeur d'adhérence؟ ما فهمتش السؤال ديالك، اسمح لي، قول لي شنو هو السؤال؟ شنو هي المعنى ديال ديك ان فالور d'adhérence. Une valeur d'adhérence, voilà, je vais vous expliquer. Je vais passer ça. Alors, vous avez une suite, xn. Alors, la suite peut être convergente, peut être divergente. Donc, même si elle est divergente, on peut trouver une suite extraite, si vous avez une suite extraite x gamma n qui converge vers alpha. Alors, on ne s'intéresse pas à la suite, à toute la suite, on s'intéresse seulement à une suite extraite. Une suite extraite qui converge vers alpha, on ne va pas l'appeler limite de xn, on l'appelle valeur d'adhérence de xn. Alpha s'appelle valeur d'adhérence de la suite xn. بغينا نقولوا بالعربية نقولوا قيمة لاصقة. L'adhérence, il y a la séquence. Parce que vous prenez par exemple un exemple. Vous prenez xn, c'est égal à moins 1 à la puissance n. Est-ce que cette suite elle est convergente? Non. Il n'y a pas de limite. Si vous prenez la suite extraite x2n, à quoi est égal? C'est égal à 1. Il converge vers 1. Alors, 1 s'appelle une valeur d'adhérence de la suite. Si vous prenez la suite, x2n plus 1. Alors, moins 1 aussi s'appelle une valeur d'adhérence. Une suite qui n'est pas convergente elle peut posséder plusieurs valeurs d'adhérence. Une suite qui converge, la limite, c'est la seule valeur d'adhérence. Je vais vous donner un autre exemple. Vous prenez la suite xn définie par la manière suivante. C'est égal à n si n pair. C'est égal à 0 si n impair. Est-ce que vous voyez la suite? Comment est faite la suite? x0 c'est égal à 0, x1 c'est égal à 0, x2 c'est égal à 2, x3 c'est égal à 0, x4 c'est égal à 4, et ainsi de suite. Lorsque l'indice est impair, c'est 0. Lorsque l'indice pair, c'est égal à n. xn c'est égal à n. Alors, est-ce que cette suite elle est convergente? Non. Non. Est-ce qu'il possède une valeur d'adhérence? Oui. Oui, 0. Quelle est sa valeur d'adhérence? Il y a une seule. 0. C'est 0, parce que x2n plus 1, c'est égal à 0, donc on va faire 0, et donc 0, c'est une valeur d'adhérence. Il y a seulement une seule valeur d'adhérence pour cette suite. Donc, les valeurs d'adhérence, ce sont les limites des suites extraites. D'accord, monsieur, j'ai compris. Voilà. Alors, comment caractériser par les epsilon une valeur d'adhérence? On la caractérise de cette manière. Il existe une suite x gamma n qui converge vers alpha, c'est équivalent
quel que soit epsilon positif, quel que soit n, il existe n supérieur à grand n, tel que xn moins alpha inférieur à epsilon. C'est la même chose. Ces deux propriétés sont les mêmes. Dire qu'il existe une suite extraite qui converge vers alpha, c'est la même chose de dire ça. Je ne vais pas démontrer parce que vous pouvez le demander. C'est facile, vous pouvez le faire comme exercice. Donc, est-ce que vous avez compris ce que c'est qu'une valeur d'adhérence? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, l'objectif, ce n'était pas ça, parce que c'était une question de logique. Il s'agissait seulement de prendre la négation. Alors, on va passer à la question 7. Maintenant, vous avez l'habitude de traiter ce genre de questions, la question 7, parce que il s'agit de traduire la fonction. Pour voir la fonction, est-ce qu'il a minimum, est-ce qu'il a maximum, est-ce qu'il croît, est-ce qu'il décroît, lorsque la fonction elle est compliquée. Donc, si vous prenez la première question, il existe A, c'est-à-dire il va exister un minimum pour la fonction x sur 1 plus x, un minimum strictement positif. Alors, est-ce que la fonction x sur 1 plus x, sur l'intervalle 0 plus l'infini, quel est son minimum? 0. C'est 0. Donc, on ne peut pas trouver un minorant strictement supérieur à 0. Parce que la question, c'est il existe A strictement positif qui minore la fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ça, ce n'est pas vrai. La deuxième réponse, on ne peut pas l'avoir directement parce que la fonction, il varie en 0, c'est plus l'infini, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc là, on ne sait pas ce qui se passe entre 0 et plus l'infini. Il faut étudier votre fonction pour pouvoir dire est-ce qu'il existe un minorant strictement positif de la fonction x carré plus 1 sur x. Je ne peux pas répondre directement parce que je ne connais pas les variations de la fonction. Donc, vous avez f de x, c'est égal à x carré, c'est ça? X carré plus 1 sur x. Donc, pour pouvoir voir le comportement de cette fonction, je vais voir la dérivée. C'est égal à 2x moins 1 sur x au carré. C'est égal à 2x cube moins 1 sur x au carré. Et là, on voit que la dérivée s'annule au point alpha qui est égal à 1 sur racine cubique de 2. F de alpha, c'est différent de 0, bien sûr, c'est bêta. Et si vous étudiez le tableau de variation, alors la dérivée, il s'annule en alpha, elle est négative là, elle est positive ici. En 0, ce n'est pas défini. Et donc la fonction, elle décroît, puis elle croît. Là, elle vient de plus l'infini. Là, c'est plus l'infini. Et là, c'est bêta, qui est strictement positif. Et donc, si vous faites un petit dessin, vous avez alpha, là, c'est bêta. Donc, la fonction, elle fait comme ça. Est-ce que je peux trouver un minorant strictement positif? Oui. Oui. N'importe quel A ici, n'importe quel A, il va être correct, il va être valable pour dire que pour tout x, f de x est supérieur à. Donc, je choisis A. Je prends A inférieur à bêta strictement positif. Je peux dire que pour tout x positif, vous avez f de x qui est supérieur strictement à. Et donc, il existe A strictement positif, tel que quel que soit x positif, vous avez la fonction f de x, elle est supérieure à A. Et donc, c'est la réponse correcte, c'est la question 2. الصدفة كيخصها وقيلا تكون اف دو اكس اكبر او تساوي لنا ا ماشي اكبر قطعا حيت الا خدينا ا كتساوي لنا بيتا تكون اف دو اكس اكبر او تساوي. Oui, mais ici, il existe, parce que la question, c'est il existe. Est-ce qu'il existe un A qui vérifie ça?
Il suffit de prendre un A strictement inférieur à bêta. Oui, d'accord. Parce que la proposition, qu'est-ce qu'il dit? Pour dire que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il existe un A qui vérifie ceci? Bien sûr, il existe. Vous pouvez prendre, on ne va pas prendre bêta, on va prendre bêta sur 2, par exemple. Vous pouvez prendre A est égal, par exemple, à bêta sur 2. Si vous prenez bêta, ce n'est pas valable. D'accord, je crois. La troisième réponse, il vous dit que la fonction 1 sur x, elle est minorée par un nombre strictement positif. Ce n'est pas vrai. Parce que 1 sur x, il tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Donc, je ne peux pas trouver un minorant strictement positif. Et les autres sont tout à fait faux. Donc, je vous dis à l'examen, si vous trouvez la bonne réponse, c'est terminé. Hein? N'allez pas chercher les autres. C'est bien. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à la question 8. Alors, une chose qui est bizarre dans la présence, c'est que la section, il y a plus que 600 étudiants, hein, entre SMA et SMI, et là, les présents, c'est seulement 39. Nous, ça nous arrange parce qu'avec Google Meet, on ne peut pas avoir plus que 100. Le problème était au départ. Au départ, les étudiants ne trouvent pas de place dans Google Meet. Peut-être qu'ils regardent les vidéos enregistrées, c'est possible. Donc, la question suivante, c'est chercher les nombres entiers qui vérifient cette équation-là. Le plus petit multiple commun plus 4 fois le plus grand diviseur commun, c'est égal à 55. Avec x inférieur ou égal à y supérieur ou égal à 0. C'est ça la question. Alors, lorsque vous avez le plus grand diviseur commun, le plus petit multiple commun, il vaut mieux utiliser les expressions qu'on peut, c'est-à-dire qui se trouvent dans le mot. Parmi les expressions, c'est l'expression du plus petit multiple commun à l'aide du plus grand diviseur commun. Donc, je vais noter D, c'est le plus grand diviseur commun de x, y. Donc, à ce moment-là, x, il va s'écrire sous la forme dA, et y, il va s'écrire sous la forme dd. Avec A et B, son premier entre eux. Donc, vous vous rappelez bien de ça. Et comment s'écrit le plus petit multiple commun à l'aide de ces données-là? C'est D fois A fois B. Donc ça, je vous rappelle, c'était le cours d'arithmétique. Si vous avez le plus grand diviseur commun, le plus petit multiple commun, ça s'écrit sous la forme D fois A fois B. Et donc, on va changer l'équation. Au lieu de travailler avec x, y, on va travailler avec A et B. Et D, bien sûr. Donc là, vous avez D fois AB, plus 4 fois D, c'est égal à 55. Donc, D facteur de AB plus 4 est égal à 55. Et donc, ça va permettre de simplifier le fait que D divise 55. Ici, ça va impliquer que D divise 55. Donc, quelles sont les possibilités pour ce nombre D? 55, c'est 5 fois 11. Donc, D, il y a 4 cas.
il y a 1, il y a 5, il y a le 11, et il y a 55. Bon, ce sont les 4 possibilités. Il faut les traiter ensemble. Alors, pour D égale à 1, donc AB, c'est égal à 55 moins 4, c'est 51. Et 51, c'est 3 fois 17. Et n'oubliez pas que A et B sont premiers entre eux, avec A inférieur à B, parce que X inférieur à Y, ça implique que A est inférieur à B. Et donc, quelles sont les possibilités ici pour A et B? Donc, A est égal à 1, B est égal à 51, A est égal à 3, B est égal à 17. Ce sont les seules possibilités. Donc, ça nous donne 2 solutions du problème. Donc, ça va impliquer pour X et Y. Donc là, X, n'oubliez pas que X est égal à D fois A. Donc, c'est égal à 1. Y, c'est égal à, pardon, ici, ici c'est 2. Ceci, ça vous donne X est égal à 1, Y est égal à 51. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, X est égal à 3, Y est égal à 17. Donc, vous avez 2 solutions dans ce cas. Maintenant, on va voir les autres cas. Maintenant, D est égal à 5. Donc, D égale à 5, on va avoir AB. Donc, divisé par 5, c'est 11. 11 moins 4. J'ai dit D divise 55, donc on prend D est égal à 5. Vous divisez par 5, c'est 11. 11 moins 4, c'est 7. Donc AB est égal à 7. C'est ça, je n'ai pas fait d'erreur. J'ai pris T égale à 5, donc ici il reste 11. 11 moins 4, c'est 7. Donc AB est égal à 7. Donc ça va donner une seule solution, c'est A est égal à 1 et B est égal à 7. Donc, quelle est la solution de ce côté-là? X, c'est D fois A. Donc, c'est 5. Et B, c'est égal à 35. Voilà notre solution du problème. Maintenant, D est égal à 11. Donc, si vous mettez D égal à 11, vous divisez ici, ça reste 5. Vous retranchez 4, c'est 1. Donc, AB est égal à 1. Donc, ça vous donne A égale à B est égal à 1. Donc, X, il suffit de multiplier ici par 11, c'est égal à Y. Donc, voilà une autre solution. Si vous suivez cette manière qui est ordonnée, vous n'allez pas oublier de solution. Maintenant, le dernier cas, c'est D est égal à 55. Ça va être impossible, parce que vous divisez par 55, c'est 1. 1 moins 4, c'est moins 3. Vous allez trouver AB est égal à moins 3, c'est impossible. AB est égal à moins 3, impossible. Parce que les nombres, c'est des nombres positifs. Et donc, on efface. Qu'est-ce qu'il reste comme solution? Il reste 4 solutions. Donc, vous avez 4 solutions du problème. Vous avez 4 solutions. Alors, j'attends vos commentaires, si vous n'avez pas compris. C'est clair. Donc, s'il y a des questions, c'est bien. Sinon, il faut suivre mieux la méthode ordonnée, parce que comme ça, vous n'allez pas oublier de solution. Ici, c'est Y.
Très bien. Alors, on va voir maintenant la question 9. Là aussi, vous avez l'habitude. Maintenant, ce genre de questions. Alors, c'est le plus grand diviseur commun entre 7 à la puissance 60 plus 4 avec 15. La congruence. Voilà, il n'y a pas autre moyen que la congruence et suivre l'algorithme d'Euclide. Donc, il s'agit de faire la division de ce nombre-là avec 15 pour voir le reste, parce que ce qui nous intéresse, seulement le reste. Et pour avoir le reste, il faut faire la congruence de ça modulo 15. Donc, on va commencer par 7 au carré, c'est 49, c'est congru à 4 modulo 15. Alors, je remarque tout de suite, si je fais le carré 16, c'est congru à 1. Donc, 7 à la puissance 4, c'est congru à 16, c'est congru à 1 modulo 15. 1 modulo 15. Ah, très bien. Maintenant, il faut élever à la puissance 15 pour avoir 60. 4 fois 15, c'est 60. Et donc, 7 à la puissance 60, c'est congru à 1 modulo 15. Maintenant, je peux faire la somme. 7, 60 plus 4, c'est congru à 5 modulo 15. Et voilà le reste qu'on cherche. Alors, le plus grand diviseur commun qu'on cherche, c'est le plus grand diviseur commun entre 15 et 5. C'est ça l'algorithme d'Euclide, parce qu'on va faire la division de 15 par 5, c'est 3, c'est le dernier reste non nul, donc c'est 5. Et donc, le plus grand diviseur commun cherché, c'est égal à 5. Parce que déjà, ici, on arrive à 15 et 5. Le plus grand diviseur commun entre les deux, c'est 5. Donc, la réponse, c'est 5. Alors là, nous sommes habitués, donc je vais passer. La dernière, c'est une condition nécessaire pour que l'équation admet une solution. C'est A delta B inter X, c'est égal à C. Alors là, je me rappelle de la question de tout à l'heure, delta n'est pas distributive sur l'intersection. C'est l'intersection qui est distributive sur delta. Donc là, je ne peux pas faire la distributivité. Mais ce que je peux faire, c'est utiliser la loi de Grove. Là, c'est une loi de Grove. Pour ramener A de ce côté-là, comme A plus 1 plus X est égal à 2, je peux ramener le 1 de l'autre côté, je fais la somme avec l'inverse, avec le symétrique, l'opposé. Donc, si l'opposé de A, le symétrique de A, c'est A. Donc, c'est la même chose si vous composez avec le symétrique ici. Ici, A delta A, c'est l'ensemble vide, c'est l'élément neutre. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste B inter X est égal à C delta A. C'est-à-dire la même équation, l'équation de départ, c'est exactement ça, c'est équivalent. Et donc, on sait que l'intersection doit être contenue dans B. Donc, l'intersection, c'est ça, doit être contenue dans B. C'est ça la condition. La condition pour que... Alors là, je voudrais vous proposer une chose. Il nous reste 2 contrôles de 2018. Est-ce que vous voulez les faire en présentiel? Comme ça, vous allez voir est-ce que vous avez acquis les capacités nécessaires. Ou bien, on va les faire la semaine prochaine. Je ne sais pas si le présentiel va commencer la semaine prochaine.
Donc, il reste le contrôle 2018 et le rattrapage 2018. Et c'est exactement les mêmes questions, c'est-à-dire que ça ne change pas beaucoup. De toute façon, on va voir, on va voir. Donc, la semaine prochaine, si c'est en présentiel, je préfère que vous les fassiez sur, c'est-à-dire, on va les faire un examen blanc. Je ne vais pas ramasser les copies, juste pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Et si les cours en présentiel n'ont pas commencé, on va le faire comme, c'est-à-dire sur Google Meet. D'accord, merci. J'espère que vous avez professeur. نتمنى تكونوا تسنستيو بهاد التمارين ما نبدلهمش. Je vais pas changer ce genre d'exercice parce que c'est facile de changer. C'est toujours facile de chercher des exercices difficiles. Mais mon principe, c'est que si vous avez appris à faire certains types d'exercices, c'est un acquis. Et par la suite, vous pouvez bien sûr faire d'autres exercices. Donc, surtout avec les conditions dans lesquelles on travaille, je vais pas changer. L'examen va être dans le même sens, le même exercice. Donc, essayez de bien travailler, de comprendre. Voilà. Voilà, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.